Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Design and Critical Thinking. Je suis Kevin. Et moi, c'est Daniel. On est deux designers et puis on aime bien causer ensemble. Mais en fait, on le fait pas assez souvent. Et ce podcast, c'est d'ailleurs juste une bonne excuse pour nous de se rencontrer et de parler de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais bonjour Daniel. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet que j'ai gentiment droppé sur notre liste de sujets à discuter. Un sujet, je pense, qui est assez d'actualité. La différence donc, entre les journey maps et les service blueprints. Alors, il y a eu déjà plein de, je pense, d'articles et de vidéos sur le sujet. Mais je pense que ça va être intéressant parce que moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à utiliser le service blueprint en toute franchise. Pour plein de raisons qu'on va pouvoir parler, je pense, dans cette vidéo, dans ce podcast. Mais ouais. Alors, on avait découpé un peu ça en trois morceaux. On s'est dit, déjà expliquer c'est quoi ces deux méthodes, et puis savoir un peu quand est-ce qu'on utilise laquelle. Et puis enfin, terminer sur quelques tips et quelques dangers quand on utilise ces outils. Alors, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que toi qui arrives très bien à synthétiser les choses, comme on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, si tu arrivais un peu à nous résumer, c'est quoi ces deux outils, Service Blueprint et Journey Maps. Ok. Alors, pour ceux qui sont des designers et qui savent qu'est-ce que c'est qu'un journey map, moi souvent ce que je dis, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un blueprint, je leur dis, un blueprint c'est simplement un journey map avec un backstage. Ça c'est la traduction en 2 secondes. Tu vois. C'est vraiment genre, ah ok, c'est ça. Donc, si on décompose un peu tout ça, moi le journey map en tout cas, comme toujours, on commence toujours un peu comme ça nos podcasts, en disant ce n'est que notre avis et puis notre compréhension du monde. Mais un journey map, pour moi, c'est simplement le résumé d'un parcours d'une personne quand elle utilise un service ou un produit. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe au début, qu'est-ce qui se passe au milieu, qu'est-ce qui se passe à la fin. Puis ça, c'est vraiment la version très simple de qu'est-ce que c'est qu'un journey map. Après, ça inclut plein de choses, mais ça décrit un parcours d'une personne qui utilise un service ou un produit. Un blueprint, lui, ajoute à ça, il ajoute l'info de comment est-ce que ça marche en arrière-boutique, ce qu'on appelle le backstage, comment ça marche en arrière-boutique pour que ça fonctionne pour la personne. C'est-à-dire que quand on est dans l'exemple d'un restaurant, par exemple, dans un restaurant, je vois en tant qu'utilisateur qu'on m'amène le menu, en backstage, il doit y avoir quelqu'un qui a fait le menu. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu en tant qu'utilisateur, mais il y a eu la préparation du menu. Il y a eu l'impression des menus, il y a eu quelqu'un qui les a pliés, qui les a mis dans le petit carnet. Ça, c'est toutes des choses qui m'ont été invisibles, mais qui ont été nécessaires pour que ça se fasse. Et du coup, c'est ça un peu la différence entre un journey map, enfin d'après moi, et un service blueprint. C'est le journey map, lui, est vraiment concentré uniquement sur ce qui se passe pour l'utilisateur. Et puis le service blueprint, il rajoute là-dessus qu'est-ce qui se passe pour les employés, qu'est-ce qui se passe pour les partenaires pour qu'on puisse délivrer cette expérience aux clients. Ok. Et puis du coup, je voulais ajouter un point là-dessus parce que je sais que un journey map dans la méthode la plus connue, l'approche la plus connue, se concentre sur un client particulier ou un groupe de clients qui partagent des critères en commun. C'est ça, un groupe cible. Un groupe cible. Et puis souvent, on rattache ce groupe cible à un persona. Souvent, le nom de la journey map, ça va être la journey de Bidule Schmuck, parce que Bidule Schmuck, c'est mon persona qui représente le mieux les clients pour qui je suis en train de mapper voilà. Et je sais que, alors personnellement, moi, j'utilise jamais de persona, pour plein de raisons, mais c'est presque un autre sujet. Du coup, mes journey maps ne sont pas nominatives, elles appartiennent à personne en particulier. Par contre, comme je travaille beaucoup sur des outils internes,
elles appartiennent à des activités que font certaines équipes. Ok. Donc, c'est plutôt activité focus que persona ou Mhm. user focused. Mais je le fais toujours sur la base d'une réalité. C'est-à-dire vraiment ce que les gens disent qu'ils font. Donc, souvent, le workshop, c'est j'ai l'équipe qui est là, qui fait les équipes qui font l'activité X, et ils sont en train de mapper eux-mêmes le truc. Et c'est eux qui font l'exercice. Mais je sais qu'on peut faire des protos, ou en tout cas des protos ou des ad hoc journey map, juste en réfléchissant à a priori quel type d'action font un client quand il veut atteindre tel objectif. Mhm. Est-ce que c'est possible de faire la même chose pour du service blueprint? Alors, oui, parce qu'en fait, d'après moi, oui, parce que c'est quasiment les mêmes méthodes. Tu vois. Est-ce que ça. Après, il y a la question de fond. Oh. On a perdu Daniele. Bonjour, bonjour. 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 Vous êtes très beau aujourd'hui, monsieur. Un nouveau Tu m'as eu jusqu'où? Que tu répondais, tu commençais à répondre à la question. Très bien. En gros, service blueprint, est-ce que ça peut s'utiliser aussi comme un proto-service blueprint, c'est-à-dire qui ne décrit pas forcément la réalité? Oui. Surtout, ça s'utilise beaucoup pour faire des prototypes de nouveaux services. Donc, pour imaginer, puis se dire, OK, qu'est-ce qui va être nécessaire pour créer un nouveau service? Eh ben, on va l'imaginer au travers d'un service blueprint ou avec début, milieu, fin, puis on va voir tout ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est vachement bien, c'est vachement utile et puis c'est souvent utilisé pour ça. Le grand danger, souvent, que moi je vois, c'est de confondre l'un avec l'autre. Oui. C'est-à-dire de croire qu'on décrit la réalité en se basant simplement sur ce qu'on imagine. Tu vois. Ça, c'est le grand problème. Tu vois. Mais le service Blueprint comme une journey map peut être utilisé soit pour décrire l'existant ou imaginer le nouveau. Ça, il me semble que c'est une évidence. Ouais. Ok, d'accord. Mais du coup, toi, t'es un fâché du service Blueprint. Non, je suis pas un fâché en fait. C'est juste que C'est quoi qui t'énerve ou enfin qui t'empêche de l'utiliser ou qui le rend pas forcément utile pour toi? alors c'est pas qu'il est pas utile. Je pense que bon, mon contexte étant un peu particulier, quand je suis arrivé, il y a eu déjà un travail de fait par les équipes techniques et ça m'a surpris en bien, hein, bien sûr, Okay. De mapper les systèmes existants et les évolutions dans les systèmes qui vont être faits. Donc ça faisait partie de la transformation digitale qui était en cours, qui était basée très sur la technique en grande partie, et en partie aussi sur quelques process internes de certaines équipes. Mais il y avait énormément de techniques intégrées. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu un mapping de fait de la plupart des services et comment ils interagissent et tout ça, de l'existant en fait. Et une partie de mon rôle, c'était un peu de mettre la surcouche par-dessus utilisateur, c'est-à-dire comment les gens interagissent avec ces systèmes. Et du coup, il y avait déjà une base. Donc, quand j'ai essayé de faire l'exercice du service blueprint, les gens me disaient ouais, mais enfin, dans un sens, ils se voyaient refaire un peu l'exercice qu'ils avaient déjà fait, mais que partiellement. Après, ce qu'on a fait, par contre, c'était des exercices plus spécifiques sur, on a réalisé une journey map d'un truc existant, on a commencé à dessiner qu'est-ce qu'on voudrait qu'il y ait comme changement. Et à partir de là, on a recollé les morceaux avec ce qui avait déjà été posé, en se disant, on va devoir rajouter tel module qui fait X ou Y pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que c'était un peu, le contexte faisait que c'était pas très propice à utiliser le service blueprint. Et puis aussi, sur l'enchaînement des choses, c'est que je travaille dans une boîte qui a un peu d'inertie. Et puis d'arriver à réunir les gens qui me mappent la partie activité utilisateur. Si dans la foulée, pas trop long dans le temps, des gens qui mappent la partie, le backstage, c'est assez compliqué à coordonner. Et je pense que c'est peut-être la seule vraie limite que je vois à l'outil, parce que sinon, une fois qu'il est créé, il est super utile. Parce qu'il a cette compréhension dans son ensemble de comment les choses fonctionnent.
Mais je pense que le frein vraiment à la pratique, c'est Ça prend du temps. Hein. c'est ça. C'est un, ça prend du temps. Et deux, ça demande une organisation que si l'entreprise dans laquelle tu travailles n'est pas prête toujours à fournir au bon moment, tu peux avoir une inertie de malade qui te bousille tout ton truc, quoi. Parce que si tu mets trop de temps pour faire les deux, les gens vont commencer à se dire ouais, en fait, ça va pas servir à grand chose et tout. Il faut que ça soit assez rapproché pour que les gens voient l'impact tout de suite, quoi. Tu leur montres, tu fais ah ouais, purée. Les mecs, ils font réalisation que ça marche comme ça et tout. Et ça, cet impact-là, tu peux l'avoir que si tu arrives à le faire rapidement. Donc voilà. Donc c'est un peu ça, en fait. Mon gros souci, c'est plutôt ça. C'est la mise en pratique de l'outil. Je pense que il marche bien dans des entreprises qui ont déjà qui fonctionnent en mode produit, c'est-à-dire où c'est des équipes cohérentes, pluridisciplinaires, réellement, c'est-à-dire que tu as vraiment toutes les couches business, IT, vraiment front, back, tout ça qui se parle et qui est là et qui fonctionne comme un tout pour le même objectif, c'est un produit ou un service donné. Mais dans une entreprise comme là où je travaille, où le business et l'IT déjà c'est deux mondes séparés, et que les gens qui travaillent avec les outils, c'est encore un autre monde séparé, les ponts, ils sont pas aussi évidents que ça. Donc mettre en place tout pour que ça se fasse, ça demande beaucoup plus d'efforts. Je sais pas, toi, si tu as des exemples. Alors, disons que dans les dangers, si je reste là-dessus aussi, j'ai l'impression que le côté du temps, c'est un danger que je vois beaucoup aussi. Forcément, tu vois, si on définit que le service Blueprint, c'est une journey map à laquelle on rajoute un backstage, déjà même dans la définition, c'est dit, ça va prendre plus de temps. C'est simple, hein, tu vois, donc c'est logique. Et puis, je pense que ça, c'est une réalité. Puis la réalité qui va au-dessus de ça, c'est que des fois, l'exercice peut devenir quelque chose qui crée plus comment dire, de non-clarté que de clarté. C'est qu'on va détailler tellement de choses de comment ça fonctionne que du coup, les gens arrivent plus du tout à faire la synthèse. Tu vois. Ils se retrouvent souvent, moi, c'est ça, c'est la grande critique que je fais au service Blueprint, c'est quand on commence à devoir mapper tous les petits services qui se passent en backstage, toutes les petites choses, tu vois. Puis que finalement, tu finis avec un truc qui est gigantesque, et puis tu fais, oui, mais ça marche comment du coup? Puis que les gens se posent la question, oui, mais ça marche comment? Et puis je pense que c'est là le danger de ces méthodes-là. Mais comme le journey map, si tu commences à définir toutes les petites mini-étapes en détail, tu vois, du coup, tu perds la force du ah, mais c'est une carte, tu vois. C'est une cartographie, donc c'est un modèle résumé de ce qui se passe dans la réalité, tu vois. Puis je pense que c'est là où le service Blueprint est peut-être encore a une tendance à devenir beaucoup plus complexe qu'une journey map qui est forcée par le côté de l'histoire de l'utilisateur à rester cohérente, tu vois, à rester simple. Alors que quand tu passes dans l'aspect backstage, qui du coup est c'est quoi les règles, c'est quoi les différents services, à quel département communiquer avec quel département à quel moment, tu vois, bah, tu peux aller dans un niveau de détail, tu peux y aller vraiment à fond, tu vois. Puis là, c'est là qu'il y a un danger, d'après moi, dans le service Blueprint, que tu vis peut-être un peu moins dans le journey map, j'ai l'impression. Ouais, c'est intéressant comme d'amener ça comme ça, c'est vrai. Aussi, un truc que moi je reproche aux deux outils, c'est d'être très linéaire, c'est-à-dire de manière très linéaire. Et il y a des fois, je trouve que c'est pas toujours propice à correctement montrer réellement la complexité d'une journée. Je donne un exemple. J'ai fait un journey map où il y avait 4 équipes différentes et il y avait une portion du journey qui faisait en commun, et une portion du journey qui faisait de manière complètement différente. Et on va dire que la notion de temporalité, de qui fait quelle action à quel moment, elle est complètement variable en fonction de plein de critères. Et là, la journey map est commencé à devenir un monstre à réellement poser parce que j'ai forcé les gens à poser les trucs de manière linéaire et surtout séquentielle, c'est-à-dire que d'abord ça, après ça et après ça, alors que pour une grande partie de la journée, c'était pas vrai. Ça donnait une fausse impression de simplicité.
alors que c'est pas aussi simple que ça. Ouais. J'ai pas trouvé vraiment de moyen pour. Enfin, on a réussi à faire quelque chose, hein, mais c'était difficile. On a dû montrer qu'il y avait des allers-retours avec des espèces de motifs, genre des flèches ou des trucs comme ça, qui montraient qu'il y avait des allers-retours sur certaines étapes, et puis que ça nécessitait des conditions de est-ce qu'ils ont causé avec telle équipe ou ce genre de choses. Mais franchement, ça rendait pas le truc facile à lire, quoi. C'est ça. Et je pense que pour un service Blueprint, ça peut être encore pire si, d'un point de vue de journée, déjà, parce que en fait, le service Blueprint, je pense que son gros défaut, c'est qu'il est indexé, enfin, son gros défaut et sa grande qualité en même temps, c'est qu'il est indexé sur l'expérience utilisateur. Ouais. Donc, c'est-à-dire, on met l'utilisateur en avant, ce qui C'est paraît ça. normal. Si tu es sur une démarche qui vise à mettre les utilisateurs au centre, ça paraît évident. Mais comme il est indexé dessus, il suit la même logique. Et le problème, c'est que tes services et tes systèmes derrière, ils n'ont pas obligation de suivre la même logique pour autant fournir au bon moment le bon truc, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est là aussi où tu crées la complexité dont tu parlais. C'est que il y a des choses qui se passent dans le système à un moment donné, puis ça va avoir une répercussion à un autre moment donné. C'est ça. Et puis c'est pas forcément lié au système, mais effectivement à l'expérience utilisateur. Que tu vas dessiner ça de telle manière, alors qu'en réalité, pour le système, tout se produit peut-être quasiment tout en même temps, tu vois. Je sais pas. Mais moi, j'ai eu 2-3 exemples comme ça où c'était pas si évident que ça de le montrer avec cet outil-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté très linéaire dans les deux outils. Alors moi, je fais un peu des expérimentations dans tous les sens avec cela parce que moi, je m'amuse bien à les détourner. Il y a un détournement tout simple que j'amène quasiment tout le temps. C'est alors pour la petite histoire, en service Blueprint, il y a des gars comme Andy Pollane et autres qui définissent un peu des grandes phases qui sont plus ou moins les mêmes pour chaque projet. Donc, ils disent, tu as une phase aware, c'est quand est-ce que la personne apprend que le service existe. Il y a la phase join, c'est le moment où la personne rejoint le service, s'inscrit. Il y a la phase use, c'est où elle utilise le service. Il y a la phase develop, où elle commence à vraiment devenir à utiliser le service à fond, tu vois, où elle développe quand même un vrai apprentissage, une vraie compréhension du service, et puis il y a une phase live. Puis souvent, on s'arrête là. Où on dit, voilà, la personne a utilisé le service, c'est fini, bam, expérience terminée, ciao bonne. Et puis, le truc que je rajoute souvent, moi, c'est un rejoin, en fait. C'est le retour au service. Parce qu'en fait, la plupart des services qu'on a, c'est des boucles. Tu vois. C'est pas du one shot, tu vois. C'est pas genre... c'est pas des enterrements, tu vois. C'est pas je vais, on prend le gars, on le met dans le sol, on fait la petite prière, on met des fleurs, et puis c'est fini, tu vois. Non, c'est des trucs qui se répètent. Puis en fait, le rejoin, je trouve que ça amène ce côté, même si tu le fais en linéaire, tu vois, de le mettre à la fin, ça te force un peu à penser au fait que mais ça va recommencer un beau moment, tu vois. Puis te dire, mais comment est-ce qu'on revient à ce côté-là. Puis du coup, je me suis même imaginé, alors ça, je l'ai jamais fait en projet, mais je l'avais sketché une fois, c'était qu'est-ce que ça ferait un service blueprint en circulaire? Ouais. Tu vois, je trouverais vachement intéressant vraiment de le designer en circulaire pour te forcer visuellement déjà à comprendre qu'il y a une partie join, tu vois, puis après ça part et puis ça revient vers le début, tu vois. Puis qu'est-ce que ça change, tu vois, puis que peut-être c'est plus un escargot, tu vois, ou bah ça revient toujours plus vers le centre, qui sera finalement le départ complet du service, tu vois. Mais après ça, à mapper, après ça devient une œuvre d'art. Alors, il y a d'autres façons de mapper ça. Je pense que, en fait, on utilise une approche linéaire parce que d'où viennent ces outils. Il y a cette idée que voilà, tu as une phase onboarding, je veux dire, dans les user journey map, comme pour le service Blueprint, il y a cette idée que d'abord tu vas onboarder, puis après la personne va faire l'activité qu'elle cherchait à faire, puis après effectivement il y a la phase où la personne quitte la journey. C'est la fin en fait. Et c'est pratique de penser en termes de début et de fin, parce que c'est facile à gérer en fait. Même si ça représente pas du tout la réalité. Non, clairement. Et
Et je pense que il y a des choses à tirer du côté du system thinking et du system mapping notamment, où là, forcément, quand c'est une approche système, on va essayer de comprendre les interactions entre différentes parties du système, et c'est souvent des boucles. Et donc, on présente ça comme tu as 2 points, et puis il va y avoir une boucle qui va l'alimenter, puis il y a peut-être une autre boucle qui revient sur le premier point, puis ça va être circulaire comme ça. Puis si tu as plein de points, tu commences à avoir ce point-là, ce nœud-là, il va alimenter peut-être beaucoup plus d'autres points que le second nœud, par exemple. Et ça te permet de voir en fait l'interaction qui est entre les trucs. Ça, c'est intéressant. C'est un exercice que je me suis amusé à faire aussi. De faire, c'est ce qu'on appelle du causal loop diagram, où tu vois les liens d'action entre causalité. Mais ça ne se prête pas à tous les exercices. En tout cas, tu ne peux pas faire comme un service blueprint où tu as et la couche utilisateur et la couche backstage en même temps. En tout cas, moi, j'ai jamais expérimenté ça comme ça. Donc, mais ouais, il y aurait, je pense, les étapes après ce genre d'outil, ça sera ça. Parce que ça marche très bien, je trouve, pour des projets genre de marketing. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais genre, je sais pas, tu veux que les gens sur un truc assez simple, quoi, un service assez simple, genre une newsletter, je sais pas moi, ce genre de choses, tu vois, où tu as un point d'entrée, puis C'est ça. Là où c'est linéaire, c'est parfait. service, tu vas juste envoyer des mails à ces gens-là qui sont inscrits, et puis c'est tout. Mais je veux dire, le service en lui-même, il est isolé, et puis il a vraiment un début, une fin. Vu comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est réducteur, mais. Non, clairement. Puis je pense, après, c'est la force et la faiblesse. Le côté linéaire, c'est la force parce que du coup, c'est très racontable. Tu vois, tu commences à gauche, tu finis à droite. Tu vois. Ouais. Donc, c'est une très bonne synthèse de ce qui se passe. Tu vois. Mais du coup, comme toute synthèse ou comme tout résumé, ça cache certains bouts de complexité. Et puis après, la question, c'est quel est le niveau de complexité que tu penses qu'il faut rajouter. Tu vois. Ouais. J'ai vu certaines personnes faire ça, je trouve assez intéressant, dans une journey map ou un service blueprint. Tout d'un coup, ils vont mettre des petites boucles au milieu. Ils vont faire un peu comme un encart où ils vont montrer, là, il se passe en fait un truc qui est une boucle. Puis oui, où c'est nécessaire que si la personne fait ça, donc ça continue, puis on recommence, et puis elle peut sortir de cette boucle à ce moment-là. Puis là, elle continuera la journey. Tu vois. Puis je trouve ça, c'est ce genre de petites choses qui sont intéressantes parce que ça te permet de garder un peu, c'est nouveau le côté un peu bon suisse, tu vois, où on essaie d'être un peu neutre, mais où tu essayes de garder la simplicité du côté linéaire, mais en rajoutant la complexité dans des phases où tu dis, mais là, c'est vraiment important de le voir, tu vois. Ouais, et puis il y a d'autres endroits où tu vas dire, mais on s'en fout, là, c'est pas vraiment linéaire, mais ça résume suffisamment les choses et puis c'est suffisamment clair pour l'objectif qu'on a en fait. Tu sais ce qu'on dit d'ailleurs, hein, l'expression consacrée, c'est The map isn't the territory. La map n'est pas le territoire. Donc voilà, si tu as une carte, c'est une forme de simplification de la réalité dans tous les cas. Après, c'est ça, c'est à quel point tu es prêt à accepter un espèce de compromis. C'est quoi le compromis que tu es prêt à faire entre le niveau de simplicité que la map va pouvoir te fournir et le gap qu'il y a entre cette simplicité et puis la complexité qui est cachée derrière, quoi. Et il y a des fois, c'est difficile de vraiment savoir où tu dois mettre le curseur. Je donne un exemple. Moi, j'ai tordu l'outil des journey maps à un point. Pour mapper toute l'entièreté de tout ce qui se passe en termes d'activité dans tous les services spécifiquement du département où je travaille. J'ai fait, je pense, 8 journey maps qui représentent juste un bout et en fait, on les a cumulés tout ensemble. Des liens, on a montré comment. Et les maps en elles-mêmes sont des descriptions que les gens ont fait de ce qu'ils font. Et nous, on a rajouté par-dessus ce qu'on nous, on comprend de quel bout est lié à quel bout. Ouais. Donc, tu as un board avec tout ça. Et c'est
Je veux dire, à voir, ça paraît être un Ça fout les boules, quoi. fou les boules. Mais c'est intéressant de le voir, d'avoir cette map, d'avoir cette compréhension. Mhm. Mais c'est pas quelque chose qu'on montre à n'importe qui. C'est ça. C'est parce que c'est pas racontable. C'est pas montrable à tout le monde. C'est ça, c'est que tu as besoin d'une heure juste pour comprendre comment ça marche, puis de voir toute la complexité, puis de faire ah, ok, je comprends maintenant comment c'est structuré. Ok, maintenant je peux apprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ouais. Mais je pense que là, il y a une phrase que tu disais qui est de savoir où mettre le curseur. Ouais. Puis c'est un exercice que je donne des fois aux étudiants où je leur dis euh, dites-moi sur un curseur à quel point votre map, elle va être proche et puis vraiment décrire la réalité comme elle est, Mhm. puis à quel point c'est un résumé. Mhm. Tu vois. Puis après, vous me dites quel est le niveau de détail que vous voulez. Tu vois. Et puis tu vois, tu les forces un peu au début de dire un peu avec les curseurs qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois. Mhm. Puis de dire, ben voilà, un autre curseur que tu peux avoir, c'est en combien de temps une personne doit comprendre cette map. Mhm. Tu vois. Puis en fait, en mettant ces curseurs au début, ça t'aide toujours à revenir puis te dire, OK, on a défini qu'on faisait une map parce qu'on voulait une map qui nous permette d'aller vers le management et d'expliquer en 2 minutes comment ça marche. Ouais. Ben, c'est pas la même chose qu'une journey map où tu dis c'est une journey map qu'on utilise avec le PO pour détailler tous les éléments du service ou du produit et pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Mhm. Puis en fait, pour moi, tu peux vivre dans ces différents domaines, tu vois, ces différents niveaux de maturité ou de complexité, mais c'est important de les définir au début parce on commence souvent avec le côté hyper simple et tu vois, en se disant, ah, faut qu'on fasse un truc simple et rapide. Puis on finit en faisant un service blueprint avec 12 000 personnes dedans et puis tout plein de trucs, tu vois. C'est ça. Puis je pense que ça, de pouvoir poser ces curseurs au début, Ouais. mais de chaque fois revenir vers les curseurs, puis de se dire, OK, on avait dit qu'on avait mis le curseur là, que ça, Mhm. on devait pouvoir le raconter en 2 minutes. Testons-le. Est-ce qu'on arrive à le raconter en 2 minutes? Puis après, de se poser la question, est-ce que c'est le curseur qui est faux ou est-ce que c'est le fait que ben en fait on doit réadapter puis pour revenir vers le curseur, tu vois. Donc c'est intéressant ça. Quand moi j'ai une autre approche pour définir les curseurs, assez Ok. différente en fait. Ok. Euh, Tu fais ça comment? je trouve que c'est intéressant de. Donc tu as deux manières là. Il y a la manière dont tu as dit, c'est-à-dire que tu prédétermines avant les Ouais. curseurs, le curseur, le niveau de granularité que tu veux pour chaque truc, Ouais. et ça va déterminer ton action en fait. Mais ça veut dire que tu sais exactement le résultat que tu veux avoir de ton intention. Oui. Je pense que ça marche quand tu es peut-être dans un contexte oui, d'éducation comme ça, où les choses sont peut-être où il y a moins de contraintes qui sont liées à l'environnement, j'ai envie de dire. Peut-être. Mhm. Peut-être que je m'avance sur le. Mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, dans un sens, je mets mes curseurs en fonction des contraintes que me fixe l'entreprise. C'est-à-dire, si je commence à parler de la journey map et puis ou du service blueprint, Mhm. que les gens, que je commence à dire voilà, ben il va falloir, si on veut le faire, idéalement, il faudrait qu'on ait ça, il faudrait qu'on ait ça, qu'on ait ça, et que les gens me disent ouais, alors ça, t'oublies, ça va être trop compliqué, ça, puis t'essayes d'avoir tu vois, t'essayes de grappiller ce que tu peux grappiller pour chaque curseur, et ben Mhm. le curseur il va venir là où tu peux le mettre, et je dirais pour une première étape, c'est super bien. C'est-à-dire Ouais. si tu es face à une équipe qui n'a jamais fait de mapping, de quoi que ce soit de ce type-là avant, Mhm. que leurs contraintes déterminent tes curseurs, Ouais. c'est largement suffisant. Quitte à ce que Absolument. peut-être un niveau très proto, journey et tout ça, Mhm. c'est le mieux que tu puisses faire tout de suite. C'est pas grave. C'est ça. Parce que tu dis, bah, on a déjà ça tu peux le montrer, tu peux expliquer la valeur de ça, Ouais. de cette map, puis tu dis, ah, mais vous savez, on pourrait faire encore mieux. Mhm. Mhm. Et là, tu essayes de vendre le truc complet, et puis tu sais qu'à chaque fois, tu vas grappiller un peu en arrière, tu vas perdre un peu de Mhm. temps. Mais à chaque fois, tu auras fait quand même quelques pas en avant, tu vois. Et c'est un peu Ouais. magnifique. J'essaye de dire, bah voilà, il faudrait qu'on ait ça. Et puis j'essaye de voir jusqu'où les gens, ils essaient de tirer du terrain. De l'autre sens, ouais. Et puis on trouve un espèce de, voilà, en bon suisse, un consensus Ouais. euh, au milieu où, entre ce que les gens sont capables de faire, Mhm. de laisser comme porte ouverte, et puis ce que tu es capable de poser, quoi, Ouais. clairement. Bah, disons que
Pour moi, ça, c'est un curseur aussi, tu vois. Quand tu dis, il faut qu'on puisse faire avec les ressources qu'on a, tu vois, bah, ça définit la complexité ou ce que tu vas pouvoir faire, tu vois. Si tu dis, ben voilà, on va faire des journey maps en 2 heures dans un workshop avec une équipe, Ouais. et ben, ça définit le niveau de granularité que tu vas avoir. Tu vois. Si tu sais, j'ai à disposition ces personnes-là qui ont ce niveau de connaissance des utilisateurs finaux, bah, tu sais le niveau de validité aussi de ta journey map. Tu vois. Donc ça, d'après moi, ce contexte-là, il te permet aussi de quelque part montrer où est-ce qu'on est avec ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, puis qui moi me manque souvent. Par exemple, on te montre des personas, on te montre une journey map, tu vois, mais on te dit pas le niveau de Oui. validité, le niveau de granularité qu'on a utilisé ou qu'on veut de cet objet, tu vois. Puis je trouve que c'est un truc que je rajoute maintenant beaucoup. Quand on me demande de faire des personas, par exemple, je rajoute en bas le niveau de validité. Tu vois. Genre, Intéressant. c'est juste un truc visuel, tu vois, où je dis, voilà, on est plutôt vers quelque chose où c'est bien ancré dans la réalité, on est plutôt dans un truc un peu proto, tu vois. Puis ça me permet de dire, si tout d'un coup ces personnages sont réutilisés, puis ils sont mis quelque part sur un serveur, et puis qu'elles passent d'une main à l'autre, tu vois, et ben la personne qui va la prendre, tout d'un coup, elle va voir validité en bas, puis elle va voir, ah, mais le curseur, il est tout à gauche. Ah, ok, tu vois. Puis qu'il n'y aura pas ce problème de, euh, ah, mais en fait, moi, je pensais que ça définissait la réalité comme elle était. Absolument, tu vois. Puis je pense que ce côté-là, il peut être assez utile finalement. J'aime bien cette idée aussi. Alors, je l'utilise pas forcément comme ça, mais je te rejoins assez sur ça. J'appelle ça le niveau de crédence. Niveau de crédence, Euh, ok. J'emprunte ce terminologie de, des probabilités Ok, euh, en mathématiques. Ça permet de dire le niveau de certitude, entre ouais, guillemets, que tu peux attribuer à quelque chose. Et ouais, comme en probabilité, tu peux jamais être certain à 100%. c'est ça. euh, Ça te permet juste de dire, enfin voilà, si tu as deux éléments et il y en a un qui est valide enfin, tu dis qu'il est, voilà, il est probable à 50% puis l'autre à 15%, ça permet de se faire une idée de Hmm, peut-être lequel on va privilégier ou ce genre de choses. ouais, ouais, Mais c'est moi ce qui me gêne beaucoup dans tous ces artefacts, mhm, c'est que face des fois aux contraintes de terrain, oui. euh, il y a beaucoup de designers qui sont prêts à utiliser du proto Hmm, comme si c'était la réalité. ouais. Et je vois pas en quoi c'est mieux, honnêtement, que de pas avoir de ce genre d'artefact. Et je te dis pourquoi, je te dis ça pourquoi. Bah, disons que la réponse, elle est simple, c'est que c'est plus con finalement de le faire. J'ai pas compris. Excuse-moi? J'ai pas compris ce que tu as dit. Je disais, je suis complètement avec toi. D'après moi, tu perds du temps. Si de toute manière, tu pars sur des hypothèses non fondées, pourquoi t'amuser à faire des cartes et puis Non, mais d'accord. des, des systèmes et des choses qui, de toute façon, sont faux, tu vois. Donc, autant y aller en disant, tu vois, si on prend l'idée de la carte, puis que tu dis, tu es dans une forêt, tu es perdu, puis que tu n'as aucune notion de cette forêt, est-ce que ça te sert quelque chose de dessiner une fausse carte de la forêt pour dire, OK, maintenant, on sait où est le nord, allez, on y va. Non, bah, t'essayes, tu vois, puis tu prends pas de carte, tu perds pas 2 heures pour te mettre d'accord sur une carte qui n'existe pas. Puis tu y vas. Puis tu t'essayes à gauche, t'essayes à droite, puis au bout d'un moment, tu vas trouver une rivière, puis ça va y aller, tu vois. Ouais, Mais tu acceptes le fait que tu sais pas, au moins. c'est ça. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression que certains designers ont l'impression qu'il faut qu'ils aient certaines choses pour pouvoir travailler. Ouais. C'est presque mieux de créer un truc sorti de fin fond de ta tête, de ce que tu penses que les choses sont, plutôt que de ne pas le faire. C'est ça. Et j'ai envie de dire, c'est même pire de faire ça, Ouais, rien à voir, c'est parce ça. que si tu le fais, les autres, ils ont l'impression que tu as de la data. C'est ça. Mais en fait, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Et tu crées C'est une ça. fausse impression de savoir, Ouais, et après, c'est le biais de confirmation, c'est tout ce que tu c'est veux. ça. Je préfère dire aux gens, bah non, on n'a rien, parce que vous m'avez pas laissé faire la recherche que je vous ai demandé de faire. Et à C'est chaque ça. fois qu'on me dit, ah, mais, tu sais comment les gens ils feraient? Je dis, bah non, je pense que les gens feront comme ça, mais c'est juste mon avis, hein, c'est tout. Parce C'est ça. qu'aujourd'hui, on sait pas, parce qu'on n'a pas pu faire le mapping, machin, on n'a pas pu faire la recherche Mhm. utilisateur. Et
Et je préfère ça. L'absence de quelque chose montre qu'elle est manquante, plutôt qu'avoir un faux truc que les gens vont brandir comme si c'était la vérité dès qu'ils en ont. Parce que c'est plus facile de croire ça que. Voilà. Et je pense que ça, c'est un des gros dangers de tous ces artefacts de recherche. C'est que ça doit être un artefact. C'est un artefact que si c'est réellement la résultante de recherche. Et je suis personnellement assez contre les proto quelque chose. Tout ce qui est proto, je veux dire, proto persona, proto bidule schmuck, personnellement, je suis pas confortable avec ce genre d'approche parce que voilà, je trouve que ça crée une fausse impression de savoir. Et même, tu vois, il y a des gens qui se disent ouais, mais on va commencer à faire un proto persona, puis ça va nous permettre de savoir le genre de questions qu'on va poser à l'utilisateur potentiel quand on ira sur le terrain. Ouais, mais en fait, tu essaies de coller la réalité à ce que tu penses. Tu vas aller sur le terrain, tu vas poser les questions que tu penses qu'il faut poser aux gens pour ce qu'ils font. Non. Alors, j'ai envie de te dire non, ne fais pas ça. Je te rejoins beaucoup avec l'aspect proto. Je mettrais 2 nuances. La première qui est, je pense qu'il y a un côté proto qui marche bien, par exemple pour les proto-personas, quand il s'agit de révéler les biais. Ok. C'est-à-dire, si tu rentres dans une équipe et puis tu leur dis, tu rentres chez un nouveau client puis tu leur dis, faites-moi le persona de qui vous pensez est votre client. Tu vois. Puis qu'ils te définissent, voilà, ça c'est notre client. Puis qu'après tu fais la recherche et puis tu compares. Ah, ok, ouais. Ça, c'est super intéressant, je trouve, tu vois, parce que tu t'amènes un niveau de voilà ce que vous aviez dans la tête, voilà nous ce qu'on a trouvé, parlons de cette différence. Tu vois. Parlons du fait qu'il y a une différence. Est-ce que c'est parce que nous on s'est planté ou c'est parce que les choses ont changé depuis un moment, tu vois, puis que vous êtes encore avec un vieux modèle, tu vois. Puis que tu peux avoir cette conversation qui est assez intéressante, tu vois. Ce que font souvent les gars quand ils font du grounded theory ou au début, ils se font la liste de tous les biais qu'ils ont, tu vois. Pour être sûr que quand ils arrivent à la conclusion, ils vont vérifier puis ils vont faire est-ce qu'on arrive aux mêmes conclusions que les hypothèses initiales. Tu vois. Puis si on arrive exactement au même, il y a une grosse chance qu'on soit juste dans un biais de confirmation. Tu vois. Donc là, ça c'est le premier point, la première nuance où je dirais là, le proto peut être intéressant. Le deuxième, c'est pas forcément sur des personnages, mais plus sur des journey maps ou des blueprints où tu dois imaginer du nouveau. Tu vois. Puis là, ben, tu fais un prototype où tu vas dire ben voilà, comment on voudrait créer le service. Puis en fait, tu vas l'utiliser ça pour créer après ben, un vrai prototype de service où tu vas tester puis dire ah bah tiens, on avait imaginé une journey qui fonctionne comme ça, on l'a testé, puis en fait, ça marche pas. Je suis ravi que tu amènes cette nuance et je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça dépend cool. La nuance que tu amènes, c'est quand c'est le contexte d'usage. En fait. Alors, pour le premier cas que tu as donné, je suis d'accord que ça peut. C'est-à-dire que le premier proto que tu fais, le premier persona, par exemple, que tu fais, comme tu as donné comme exemple, son but, c'est pas d'être utilisé pour designer. Non, du tout. Le but, c'est partie du mapping que tu es en train de faire de la réalité. C'est-à-dire que tu vas mapper et la réalité terrain, c'est-à-dire des utilisateurs, et la réalité de l'entreprise pour vous montrer un gap. Et ça, je suis tellement d'accord avec toi que c'est un truc super efficace pour montrer justement les écarts entre ce que les gens imaginent et la réalité. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est super efficace. Et ce que tu amènes comme autre nuance, c'est quand tu veux créer un prototype, parce que tu as fait de la recherche en amont, que tu es à une étape où tu connais la réalité et que tu es en train de vouloir designer le futur. Et là, le prototype, il fait du sens parce que... mais tu vois, là, dans ce contexte-là, pourquoi tu ferais un proto-persona? On parle d'un prototype de... Par exemple, pour du mapping, je suis d'accord avec toi, tu dis, j'ai ma réalité, je fais mon mapping de ma réalité. Ça marche pas pour du proto-personnage, je pense. Un proto de mon futur service. Et là, forcément, tout est imaginé. Et tu vas tester, en fait, le fait que les gens utilisent le truc pour voir si ça marche. Oui. Mais en fait, le proto de ta journée, c'est pas vraiment le truc que les gens vont tester. Ils vont tester la résultante de ça qui va être le produit ou je sais pas quoi qui va être créé, l'interface par laquelle ils vont passer pour interagir avec le système. Ouais.
Mais j'ai envie de dire que dans tous ces cas-là, le contexte d'usage est vraiment différent de ce qu'on. Mais vraiment, moi, j'ai du mal avec genre les proto-personas. Bon, personnellement, je suis pas un fan des personas. Moi non Je trouve plus, que je te rassure. les Mais je fais l'avocat du diable aujourd'hui. généralisations abusives de plein de choses, ça a Mm. tendance à. On te dit, ouais, mais c'est John qui fait ça, ou c'est Martha Mm. qui fait ça, c'est pas trop qui. Alors qu'il n'y a pas de Martha, il n'y a pas de John. Ouais, John, c'est 2500 personnes. c'est ça. Et je trouve que c'est fautif comme façon de penser, personnellement. Absolument. Penser en termes d'activité, c'est-à-dire, Mais- on cherche à faire, peu importe qu'il soit une femme, un homme, un enfant, ou qui vivent à Paris, en grande ville, ou en fin fond de la campagne, ou peu importe, c'est pas des critères que je trouve importants, ou qu'ils aiment Nike, ou Facebook, ou boire de je sais pas quoi. Tout ça sont complètement, pour moi, pas importants par rapport à qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire. Ouais. Mais ça veut pas dire que tout doit être ignoré, mais je prends ce biais-là, c'est-à-dire de parti pris, de partir dans cette direction-là, je trouve beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là. Je sais pas ce que toi tu utilises comme approche, mais. Alors, je suis à 100% d'accord avec toi, mais je vais faire le couillon. Il fait le couillon, j'aime bien. Et je vais vendre le truc. Tu vois. Donc, pour moi, bon, après, je fais l'avocat du diable, mais j'y crois quand même un peu, attention. Il y a un moment où ces informations un peu bancales qu'on voit des fois sont bonnes. Par exemple, quel journal je lis, quelles sont mes marques préférées. Il y a un moment où c'est juste, c'est quand tu fais du marketing, quand tu fais de la com. Quand tu fais de la com, ce genre de truc est super important parce que quand tu fais du targeting pour tes Facebook Ads et que tu as ces informations et qu'elles sont vraies, on présuppose que tu as vraiment fait de la recherche, hein, puis qu'on sait que tu es plutôt tendance Nike que Adidas, et bien quand tu fais ton targeting et puis que tu peux dire je veux targeter tous les gens qui ont liké la page Nike, parce que je sais qu'il y a de grandes chances que s'ils aiment Nike, ils aiment aussi notre produit, et bien là, ça devient intéressant. Par contre, pour de la création de services ou de la création de produits, la valeur ajoutée est quasi nulle. Ouais. Puis c'est là où je pense qu'on a une tendance peut-être à les designers à chier sur les personas parce qu'on chie sur ce que certains appellent les buyers persona ou les marketing persona, qui ont beaucoup d'éléments démographiques, beaucoup d'éléments de préférence qui en fait pour nous sont inutiles. Tu vois. Je suis d'accord. Par contre, pour un marketeur, tu vois, pour un communicant, ça va être super intéressant. Tu vois. Puis du coup, là, même le proto-persona peut être intéressant pour un communicant. Imagine, tu fais un rebranding. Tu vois. Puis tu dis, aujourd'hui, notre client, c'est John, 24 ans, machin, tu vois, donc un persona classique. Puis ils vont dire, maintenant, ce qu'on veut atteindre, c'est proto-persona Marie. Tu vois. Puis on veut aller vérifier si, avec notre nouvelle marque, on arrive à toucher ces gens et à créer ces réactions chez eux. Tu vois. Ouais. Là, pour moi, un proto-persona fait sens. Parce que tu es de nouveau dans une approche, mais là, on est dans du marketing, on est dans de la com, tu vois, et c'est une approche très différente. Ouais. Donc, c'est là où je mets, mais là, tu vois, je fais l'avocat du diable en reprenant un truc, et puis en disant, Alors, oui, c'est possible dans un contexte très, très déterminé. Il y a plusieurs types de personnages, je sais. Et d'ailleurs, il y a des personnages qui sont orientés autour de ce que la personne ressent. C'est ça. Typiquement pour l'expérience utilisateur, ça peut être utile. Même si je dois avouer que même ces personnages-là, je trouve que j'ai du mal à les utiliser parce que c'est de la data, elle va être stockée d'une manière à j'ai, je sais pas moi, j'ai Franck et puis pourquoi ces noms sont génériques et aussi pourris, mais bref, je sais pas, j'ai allez, Christophe écrit comme dans des pays slaves avec des K, des R, des Z et des C. Christophe. Et puis notre cher Christophe, il a plutôt peur d'être insécurisé par Biduchmuc ou je sais pas quoi. Ok, c'est des informations qui peuvent paraître utiles si tu veux ajouter de la nuance peut-être sur comment tu vas présenter certaines informations et tout ça. Mais même là, j'ai envie de dire, ça tiendrait dans autre chose, tu vois, comme format que ça.
Moi, ça, c'est presque un sujet. Et même sur ce que tu as dit concernant le marketing, je ne suis pas d'accord, mais pas entièrement d'accord. Je trouve que, effectivement, ça va être des choses qui vont les intéresser, mais ça va être des choses qui vont les intéresser parce qu'ils ont appris à faire du marketing de cette manière-là. Grande majorité des cas, ils vont utiliser des critères qui sont des critères d'appartenance à certaines marques et tout ça. Ouais. Et si j'utilise un critère similaire, je vais réussir à faire du reach auprès de cette population parce que je vais leur parler avec des mots qu'ils ont l'habitude. Voilà. Mais franchement, beaucoup d'études qui existent sur le sujet du déterminisme autour de certains de ces critères-là, franchement, montrent que c'est souvent assez bancal et que le fait qu'une personne va transitionner sur un service plutôt qu'un autre, c'est pas réellement le genre de truc. Enfin, c'est assez compliqué comme ça. Mais franchement, quand tu vois les modèles des fois utilisés en marketing, tu fais oh les gars, purée. On se croirait en 1990 quand il y avait des gars qui faisaient encore du marketing à l'ancienne. Tu sais, tu fais mon Dieu, les gars, s'il vous plaît. C'est mon avis. J'ai fait du marketing quelques années donc je sais à quel point c'est prenant ce genre de discussion dans le milieu du marketing. C'est ça. Moi, je suis très dubitatif quand je vois ça. Et des gens qui sont partis avec les meilleurs plans sur la comète concernant des études de marché, de ce que les gens aiment, et puis comment on va taper, qui sont venus la queue entre les jambes. J'en ai vu un paquet de fois. C'est pas aussi straightforward que ça. Donc, c'est ça. Enfin bon, on a un peu digressé sur le sujet. Ouais, j'aime bien, mais la synthèse que je fais de ce dernier bout de discussion, pour moi, il est assez simple. C'est le fait que je pense qu'on est assez synchro là-dessus, de dire le côté proto peut être très dangereux quand il est mal annoncé, quand il n'est pas clair et quand il n'est pas fait dans un objectif qui est de, soit relever des biais, ou 2, pour imaginer le futur. Pour décrire de manière merdique ce qui se passe aujourd'hui de manière prototype, c'est stupide, je pense. Ouais. Enfin, ça c'est un peu trash, hein, mais faire une carte de aujourd'hui en fermant les yeux, c'est pas très intéressant. J'ai bien aimé l'analogie que tu as fait. Tu es dans une forêt et puis ça sert pas à grand chose de dessiner une fausse carte de la forêt pour savoir où tu es. Ça aidera pas. Et c'est à peu près ça. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on peut garder. Puis finalement, le côté service blueprint versus journey map, moi je le vois vraiment comme ça dépend de ce que tu as besoin. C'est ça. Quand tu es en train de travailler sur des interfaces utilisateurs, des nouveaux services qui sont vraiment, ou des nouveaux produits qui sont vraiment faits pour des utilisateurs, journey map est la base et ça marche très bien. Quand tu dois en plus synchroniser des équipes, le service blueprint peut être vraiment utile parce qu'il permet de rajouter ce niveau de complexité. Mais évidemment, il faut aussi faire gaffe à ne pas créer un monstre d'informations qui tout d'un coup crée ce côté, tu l'ouvres et puis tu fais je crois qu'on a compris qu'on n'a pas compris. C'est ça. En sachant que tu peux construire un service blueprint à partir d'un journey map existant. Absolument, moi je fais souvent comme ça d'ailleurs. Pas non plus soit l'un, soit l'autre. Il ne faut pas réinventer, non. Par un journey map, puis on va l'enrichir après par le backstage. En fait. Ou ce que tu as vécu toi, où tu avais un backstage qui t'était donné, puis par-dessus tu as rajouté une journée map, tu vois. Et tu complètes. Les deux peuvent vivre de manière séparée, les deux peuvent vivre ensemble. Ouais. C'est en fonction du besoin des projets. Puis, quelque part, je pense que moi, c'est ça que je garde aussi de cette conversation, c'est cet aspect des curseurs, tu vois. Des curseurs du contexte qui t'est donné, mais aussi des curseurs que toi, tu te donnes par rapport à l'objectif de ce mapping. Exact. Ouais, c'est bien résumé. Yes. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'est cool. Comme d'hab, on a toujours. Je finis toujours avec ça, mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir appris quelque chose, donc je suis content. C'est clair. C'est cool. Un grand merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on se retrouve au prochain épisode.